Donc, nous allons reprendre nos travaux. Nous étions rendus à l'article 9 de la section 3, à la page 92 de votre cahier de participation. Alors, pour l'article 9, nous avions un amendement. L'amendement était celui présenté par Madame la députée de Perceval sur la section 3, un ajout d'une section 3. Donc, c'était « L'État détermine la capacité réelle des tuteurs et tutrices en procédant à l'évaluation de leur revenu annuel, du nombre d'enfants à leur charge ainsi que de tout autre critère pertinent. » Madame la députée de Perceval, vous avez 30 secondes pour justifier votre amendement. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour justifier ce point que j'aimerais ajouter, c'est par rapport à l'alinéa 1 de l'article 9. Donc, comment est-ce que l'État va pouvoir définir c'est quoi les critères d'une personne qui n'est pas en mesure, ou d'un tuteur ou tutrice qui n'est pas en mesure de payer les frais de scolarité ou encore tous les frais notamment liés à des fournitures scolaires ou même aux activités parascolaires. Donc, je pense que cette partie-là met en place... Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Madame la députée de Bégin, vous avez la parole pour 20 secondes. Merci, Madame la Présidente. Je pense que la proposition de la députée de Perceval, ça viendrait répondre à l'amendement qu'on a discuté tantôt, c'est-à-dire comment on déterminait le montant de l'aide qui allait être déterminée. Puis, il resterait juste à voir la procédure de remise de ce prix-là. Merci. Merci. Il y avait une autre intervention? Oui? Oui, en fait, c'est ça. Donc, déterminer le profil des personnes qui sont capables et non capables. Donc, c'est vraiment par rapport à voir leur revenu annuel et puis aussi déterminer le nombre d'enfants par famille ou par tuteur. Donc, voilà, c'est ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder au vote. Alors, ceux qui sont en faveur de l'ajout à l'article 9, levez la main. Alors, je constate que c'est une majorité. L'amendement est adopté et sera ajouté à l'article 9 présent. Voilà. Maintenant, poursuivons avec l'article 10. L'article 10. Chaque enfant doit s'inscrire à un minimum d'une et un maximum de 3 activités parascolaires. Il y a un amendement présenté par la députée de Bouot, députée de Paquet, députée de Huot, députée de Patenaude-Source et députée de Brassard pour un ajout à celui-ci. L'ajout est une de ces activités parascolaires se doit d'être une activité d'engagement citoyen comme du bénévolat. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui aimerait vous exprimer par rapport à votre amendement? Oui? OK, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, l'intention de cet amendement et cet ajout dans le projet de loi, en fait, on voulait juste rajouter des programmes en ce moment, comme le programme d'étudiants, le PEI, font du bénévolat. Et en fait, on se dit que ce processus-là, pour aider la communauté à participer dans sa région, serait super intéressant pour d'ajouter ça avec les obligations de faire des activités parascolaires, d'où notre ajout. Merci beaucoup, le député de Huot. Est-ce qu'il y a des interventions par rapport à cet amendement? Madame la députée de Hébert, vous avez 20 secondes. Oui, je me demandais s'il y avait merci, Madame la Présidente, en fait. Je me demandais s'il y avait une limite à ce bénévolat pour une limite d'heures, en fait, maximale ou minimale. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rédigé l'amendement qui voudrait y répondre? Oui, député de Paquet. Je pense que ce serait pas mal la même chose qu'une activité parascolaire. Donc, par exemple, à tous les mardis après l'école pendant 1 heure, bien, ça pourrait être ça pour du bénévolat. Parfait. Merci. Oui, monsieur le député de Oulan. Merci, Madame la Présidente. Honnêtement, je voulais juste exprimer mon opposition à cet amendement pour la simple et bonne raison que je pense que chaque enfant devrait avoir la liberté de décider si, oui ou non, il voudrait faire du bénévolat. Et je pense que l'intention est louable, certes,
mais que si celui-ci veut faire une autre activité du sport, qui sommes-nous pour l'en empêcher? Et voilà pourquoi je vous invite à voter contre cet amendement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le député de Brassard, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour répondre à mon collègue, je pense au contraire que d'amener nos élèves, nos enfants à faire du bénévolat, et oui, effectivement, à rendre ça, d'une certaine façon, obligatoire, je pense qu'au contraire, et oui, il y a une question peut-être, vous le disiez, de choix, mais il y a aussi la question d'inculquer des bonnes valeurs à nos enfants, et c'est ce que fait cet amendement-là. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député de Brassard, je vais prendre une dernière intervention. Madame la députée de Sabré, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste m'assurer que je comprends bien. On garde le fait que l'enfant doit faire un minimum d'une activité, et donc si ça doit être du bénévolat si elle n'en fait qu'une. Elle ne peut pas faire autre chose, ou si elle décide d'en faire une, ce sera juste du bénévolat. C'est surtout ça. Okay. Nous allons maintenant passer au vote de cet amendement. Donc, c'est pour l'ajout à l'article 10, à chaque enfant doit s'inscrire à un minimum d'une et un maximum de 3 activités parascolaires. On vient d'ajouter qu'une de ces activités parascolaires se doit d'être une activité d'engagement citoyen, donc c'est le minimum. Donc, qui est en faveur de l'adoption de cet amendement? Levez la main. 8. Ceux qui sont contre, levez la main. 5, 6, 7, 8. C'est à égalité. Mais toi, tu n'as pas voté? Moi, je vote en faveur. Toi, tu votes en faveur? Ouais. Donc, OK. Donc, l'amendement est donc adopté. Ça, c'était une question. Donc, maintenant rendu à... OK. Mais nous avons fini la section. Donc, félicitations, la députation. Il n'y a plus de... Ah oui, non, je vois qu'il y a encore un amendement. C'est le dernier de l'article 10. Alors, c'est un ajout par Madame la députée de Jolene. Donc, chaque enfant doit s'inscrire à un minimum d'une et un maximum de 3 activités parascolaires. Il y aurait, comme ajout, les activités parascolaires doivent être adaptées aux besoins particuliers des élèves et le transport doit être fourni ou couvert aussi par les finances étatiques. Madame la députée, vous avez 30 secondes pour expliquer votre amendement. Merci beaucoup. Étant donné que ça va être joint avec celui de l'engagement citoyen, c'était peut-être voir aussi, étant donné qu'on veut que les élèves aient une mixité, essaient de voir d'autres réseaux, etc., ça peut être loin un peu, dépendamment si c'est en région éloignée ou pas. S'il y a une façon de couvrir le transport, de les aider à se rendre à ces endroits-là, je pense que ça serait juste l'idéal, étant donné que l'État s'occupe déjà du transport pour se rendre à l'école. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, est-ce que vous voudriez garder l'amendement quand même, ou puisqu'il s'est mentionné précédemment dans les autres articles, le transport et les besoins adaptés, vous voulez supprimer votre amendement? Ou... Le transport qui a été mentionné, c'était juste pour aller à l'école. C'était pas pour les activités parascolaires. Donc, c'était juste rendre ça clair. OK, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions par rapport à l'amendement? Oui, Monsieur le député Brassard. Merci, Madame la Présidente. Pour ajouter à ma collègue, moi, je voterai pour cette mention-là. Je vous invite à voter pour, parce qu'effectivement, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, dans les régions éloignées, c'est un problème parce qu'on a des jeunes qui n'ont pas accès au parascolaire parce qu'ils sont trop loin. C'est une réalité qui est beaucoup trop triste, à mon avis. Donc, je vous invite à fortement voter en faveur de ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député de Brassard. Oui, Madame la députée de Nicosia. Merci, Madame la Présidente. Moi, en principe, je suis d'accord aussi, mais j'ai juste un souci. Ce n'est pas l'école, donc à l'école, on va tous ensemble, c'est facile d'organiser un transport en commun, mais ici, c'est une activité parascolaire, c'est-à-dire que chaque élève choisit, et voilà, ça pourrait être plus difficile d'organiser un transport en commun. On pourrait financer, mais j'ai juste un souci, voilà, sur ça. Merci. Parfait. D'autres interventions? Non? OK. Oui. Madame la députée de Bégin, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, par rapport au transport, je pense aussi que
un moyen qui pourrait être possible, surtout dans les régions urbaines, là, ce serait peut-être que l'État finance, mettons, des cartes de bus de ville ou de métro là, pour assurer le transport de cette façon-là. Je sais que c'est pas possible en région, mais c'est une solution qui s'offre pour les régions urbaines. Merci. Oui, Madame la députée de Perceval, pardon. Merci, Vous avez la parole. Madame la Présidente. En fait, je voulais juste ajouter à ce qu'a dit Madame la députée Bégin que normalement, ce n'est pas un seul élève qui va aller à ces activités, mais c'est plusieurs élèves. Donc, mettre des bus à disposition de ces groupes d'élèves-là qui probablement vont être soit dans un même quartier ou même pas trop loin. Donc, ça, c'est jouable aussi. Merci. Merci. On va maintenant procéder au vote. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'amendement, donc l'ajout à l'article 10, levez la main. Bon. Oui, c'est une majorité. Donc, l'amendement est adopté. OK. Donc, est-ce qu'il nous restait des amendements? Non? Donc, c'était le dernier amendement de la section 3. Donc, félicitations. Là, c'est officiellement... Oui, Monsieur le député Brassard? Merci, Mme la Présidente. Est-ce qu'on reprenait l'article en suspens qu'on avait mis tout à l'heure de la députée Débert? Ah, oui. Merci beaucoup. Merci pour le rappel. Ah, OK. Écoutez, je n'ai pas l'amendement actuellement, mais Madame la députée de Hébert, est-ce que vous vous rappelez de c'était quoi ce que vous vouliez amender? Est-ce que vous vouliez avoir un temps de parole de 30 secondes pour expliquer ce que vous vouliez amender? Oui, donc merci Madame la Présidente. Dans le fond, ce que j'aimerais, c'est par rapport au programme de cheminement particulier, c'est pas complètement les abolir, mais les rendre plus accessibles pour les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens. Donc, c'est déterminer justement, selon leurs revenus, quel financement qu'on pourrait leur offrir de la part du gouvernement, dans le fond, pour ces familles-là qui ne peuvent pas le faire. Merci beaucoup, Madame la députée de Hébert. Est-ce qu'il y aurait des interventions par rapport à l'amendement? Il n'y a rien de motivé. Rien de motivé? OK, parfait. Oui, Madame la députée de Issabré, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Par rapport à l'article 5, surtout pour l'abolition en fait, des programmes cheminement particuliers, le problème n'était pas nécessairement qu'ils étaient plus chers, mais qu'ils apportent une certaine différence, malgré que c'est le même prix. Par exemple, le PEI ou régulier, tu payes le même prix au secondaire quand même. Merci. D'autres interventions? Oui, Madame la députée de Bou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En soi, qu'est-ce que j'aimerais ajouter, étant donné qu'elle était absente lors de la discussion? Je pense qu'avec les échanges qu'on a eus, on a réussi à trouver un peu comment combler ces différences qu'il pouvait avoir, là, tout simplement. Merci beaucoup. Nous avons retrouvé l'amendement, donc si vous voulez que je le lise pour offrir plus de clarification, le voici. Donc, c'est une modification de l'article 5. Ça serait, les écoles peuvent offrir des programmes à cheminement particulier à condition que le gouvernement paye pour les familles ayant des revenus inférieurs à la moyenne, soit environ 77 000 par année pour une famille de 2 adultes et de 2 enfants. Le financement dépendra des moyens de chacune de ces familles. Est-ce qu'il y a des interventions par rapport à cet amendement? Oui, Madame la députée de Patnaud-de-Souche, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est simplement pour clarifier là, que comme nous avons modifié l'article 5, en fait même l'article 4, alinéa 3, en fait maintenant on a aboli les programmes de cheminement particulier, mais nous avons intégré la 5e période, ce qui permet c'est un moyen accessible et gratuit en fait pour tous les enfants, donc qui vient pallier à ce questionnement-là qui est très pertinent. Merci, Madame la Présidente. Merci. D'autres interventions? Oui, Monsieur le député de Oualan, vous avez la parole.
Merci, Madame la Présidente. Je ne comprends pas trop en quoi le fait d'avoir un cheminement particulier serait en contradiction avec la 5e période que la députée Patnaud Source vient d'énoncer. Donc, est-ce que pourriez expliciter la contradiction, si possible? Oui, merci. En fait, si j'avais bien compris nos amendements de ce matin, nous avions en fait établi que tous les élèves iraient au programme régulier. Mais le programme régulier devient des options pour tous et toutes qui sont non sélectives et toutes gratuites. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus du tout de programme particulier, mais que tous les enfants ont l'opportunité d'aller dans une option qui leur convienne, qui est gratuite et non sélective. Je ne sais pas si ça répond. Oui, ça répond. Merci, Madame. Merci. Monsieur le député de Huot. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, une petite clarification à Madame Pedneau de source. En fait, là, c'est pas l'article 5 qui est démotivé, mais c'est l'article 4 de l'ajout de la 5e période. Oui. Très brièvement, également, le montant qui est ciblé dans l'article, en fait, ça pourrait être une très bonne idée, peut-être pas le fixer directement dans la loi habilitante. Ça va être plus compliqué. Là, le processus législatif pourrait être plus compliqué. Peut-être même annexer peut-être un règlement, dire le ministre, sous règlement, doit établir le montant XYZ, mais pas le fixer dans la loi habilitante dû au processus très lourd. Parfait. Alors, est-ce que vous voudriez modifier ça à votre amendement? Oui? Oui. OK, ça fonctionne. Donc, avec la modification proposée par le député de Huot, on va passer à un vote. Est-ce que vous seriez pour la modification? Ah, pour la modification qui va comme ça, les écoles peuvent offrir des programmes à cheminement particulier à condition que le gouvernement paie pour les familles ayant des revenus inférieurs. Et là, on ne définissait pas c'était quoi le montant. Ça va être défini sous règlement. Défini sous règlement. Pour une famille, on spécifiait les familles aussi, de 2 enfants et de 2 parents. C'était ça ou on ne spécifie pas la famille? Non? OK. Pour les familles ayant des revenus inférieurs ou autre formulation, on va dire, qui est moins précise. Est-ce qu'on peut passer au vote? Parfait. Ceux qui sont en faveur pour cette modification-là de l'article 5, levez la main. Ceux qui sont contre? Parfait. L'amendement est donc rejeté et nous avons officiellement fini la section 3. Désolée pour... Alors, étant donné que nous allons commencer à amender la section 4 sur de l'abolition de la transmission du patrimoine, qui est de l'article 11 à l'article 15, je propose que nous suspendons nos travaux. C'est ça qu'il faut dire? Oui, parfait. Pour une durée de 25 minutes, 30 minutes. Est-ce que ça vous va? OK. Madame la Présidente, en fait, je raccourcirais peut-être une vingtaine de minutes pour permettre... Étant donné qu'on a quand même du temps, et puisqu'on vient de finir une section et que puisqu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient amender un petit peu plus, je propose qu'on donne 25 minutes. Ça va? Parfait. Donc, suspendons les travaux.
Alors, nous allons reprendre nos travaux. Nous étions rendus à la section 4, l'abolition de la transmission du patrimoine, à la page 93 de votre cahier de participation. Alors, nous allons lire les amendements concernant l'article 11. L'article 11 est celui-ci. Au moment du décès, le patrimoine est taxé à la hauteur de 100 %. La première tranche de 15 000 $ est non imposable et peut être transmise librement selon les volontés de la personne décédée. Nous avons ici un amendement de la députée de Bouau qui voudrait une modification. Ça serait au moment du décès, le patrimoine est taxé à la hauteur de 75 % au lieu de 100 %. Madame la députée de Bouau, vous avez la parole pour une durée d'1 minute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, personnellement, je trouve que 100 %, c'est beaucoup. Et je trouve que c'est démoralisant de se dire qu'on a travaillé et que 100 % de qu'est-ce qu'on va donner, il n'y aura seulement qu'un seul bout qui pourrait être non taxable, en fait. Donc, je me dis 75 %, ça serait bien. Déjà qu'on donne un certain 25 %. Je parle de notre première discussion plus tard des personnes décédées, aller dans l'éducation. Fait prendre 75 % pour nous, ça serait, en tout cas, à utiliser par l'État, ça serait correct. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, c'est un bon amendement. Cependant, j'ai l'impression que ça irait un peu à l'encontre du principe, puisque la taxation de 100 % veut juste dire que l'héritage, il ne peut pas être légué à 100 % aux personnes sur le testament. Il revient à l'État, à l'exception des premiers 15 000 $, la valeur de 15 000 $ qui peut être transmise aux personnes sur le testament. Mais si on diminue ça à 75 % et que 75 % est de comme un héritage d'1 million de $, ça irait à l'encontre du principe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est correct si on... Oui, vous voulez... Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dans ce cas-là, j'accepterais bien, parce que j'aurai un autre point à l'alinéa 2 qui va peut-être répondre à qu'est-ce que je souhaiterais. Oui. Est-ce que vous aviez un autre amendement, c'est ça? Oui. OK, parfait. 2. Donc, est-ce qu'on peut l'abroger, le refuser? Je ne sais pas quel mot qu'on avait utilisé, là, c'est CACU, COCU, mais je sais... Caduc. Caduc. Je disais caduc. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Est-il caduc? Oui. Oui. Parfait. Il est caduc. OK. Maintenant, une autre modification à l'article 11. C'est un amendement présenté par le député de Chesta et la députée de Nicosia. Alors, au moment du décès, le patrimoine est taxé à la hauteur de 100 %. La première tranche de 15 000 $ est non imposable et peut être transmise librement selon les volontés de la personne décédée. On viendrait modifier la première tranche de selon les volontés. Ça serait remplacé par au moment du décès, le patrimoine est taxé à la hauteur de 100 %. Vous êtes 2 à avoir écrit cet amendement, donc un de vous avez la parole. OK. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, ce qui est écrit dans l'article, c'est que si dans le patrimoine il reste 15 000 $, ils seront transmis librement selon les volontés. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est que simplement, au moment du décès de la personne, 100 % de son patrimoine soit reversé, soit justement taxé, puisqu'il est possible, durant son vivant, comme on le voit à l'article 12, justement de faire un don à hauteur de 15 000 $. Donc, au moment du décès, je trouve que 100 % du patrimoine de la personne soit reversé va complètement dans le sens du principe du projet de décret, de loi. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre des interventions. Donc, Madame la députée de Perceval, vous avez la parole. Oui, en fait, merci Madame la Présidente. Je voulais juste ajouter que moi et mes collègues, nous avions travaillé sur un point par rapport à l'article 12 qui penche sur ce que vous pensez qui serait un problème. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter. Donc, okay. Étant donné qu'on va faire les articles dans un ordre chronologique, juste pour qu'on puisse garder ça clair et concis pour tout le monde, on y retournera à votre amendement lorsqu'on sera à l'article 12. Et s'il est adopté, celui-là, ben, on changera ou on rejettera votre amendement à l'article 12. Est-ce que c'est correct? Question? Oui, oui. Donc, est-ce que ça veut dire que si on adopte, si c'est amendé, est-ce qu'on va rejeter notre amendement qui résout le problème qu'ils pensent qu'il pourrait y avoir? On va me voir c'est lequel.
OK. C'était, oui, l'ajout d'investir de l'argent ou des biens d'une valeur de plus de 15 000 dans la participation au sein d'une personne morale au cours d'une période de 5 ans avant son décès? Oui, ça aussi est aussi un autre amendement, donc c'est 2. OK. Étant donné qu'il y a beaucoup d'amendements, est-ce qu'on peut y revenir Oui, quand on pas va de être à problème. l'article Merci, 12 parce Madame la qu'on en a Présidente. beaucoup sur l'article 11? D'accord. Je suis désolée, mais oui. OK, par souci de temps, oui. Oui, Madame la députée de Nicosia. Merci, Madame la Présidente. J'ai proposé avec Monsieur le député Chesta cet amendement parce que, voilà, on ose rêver d'un Québec qui est vraiment égalitaire et où on n'a pas cette différence de 15 000 $. Parce que, voilà, si une personne n'a pas ces 15 000 $, elle ne peut pas les transmettre, mais une autre personne qui les a, oui, elle peut les transmettre. On veut vraiment que les gens partent tous du même point. Donc, voilà, je vous invite à voter, par vos entremises, bien sûr, pour cet amendement. Merci. Merci beaucoup. Oui, Madame la députée de Paquet. Merci, Madame la Présidente. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Je pense que ça a bien du sens. Là où je suis juste un peu inquiète, c'est que cette première tranche de 15 000 $, elle peut être clairement bénéfique pour des gens qui sont plus dans le besoin. Puis je comprends qu'avec tout ce projet de loi-là, on essaie de vraiment enlever ces écarts. Mais pour quelqu'un de ultra riche, cette première tranche de 15 000 $, elle veut pas mal rien dire, alors que pour quelqu'un qui est en difficulté, ça peut vraiment faire la différence. Mais je pense que tout de même, je vais voter pour votre amendement. Parfait. Merci. Oui, Monsieur le député de Ouallan. Merci, Madame la Présidente. Je vais exprimer une opinion dissidente, mais je suis fortement opposé à l'amendement proposé par le député de Chesta et Madame la députée de Nicosia. Très honnêtement, je trouve que la tranche de 15 000 $ est une somme assez faible pour un héritage. Et je considère quand même qu'on a tout de même le droit de léguer à sa famille, à ses enfants, une somme. On la réduit énormément avec ce projet de loi et c'est pour ça que je vous invite à voter contre. Merci. Merci beaucoup. Oui, Madame la députée de Bégin. Merci, Madame la Présidente. Donc, je voudrais juste rappeler à la députation, avant de voter pour ça, juste vous rappeler que c'est quand même un projet qui est assez radical pour beaucoup de personnes. Puis, peut-être le fait d'enlever justement le 15 000 $, ça ferait que ça serait beaucoup plus difficile à avaler pour la population québécoise là, qui va devoir s'adapter à ces changements-là. Fait que j'inviterais à cette réflexion-là. Merci. Oui, Monsieur le député de Chesta. Merci Madame la Présidente. Alors j'aimerais rappeler que le but du projet de loi ici, c'est d'instaurer une société méritocratique et dans ce sens, il faut prendre des décisions radicales. Et je rappelle que tout le monde n'a pas forcément ces 15 000 $ comme l'a dit la députée de Nicosia. Donc je vous invite vraiment à voter pour cet amendement qui va complètement dans le sens du projet et de Madame la Ministre. Merci. Merci. Oui, Madame la députée de Bourreau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, pour ma part, vu que tout le monde n'a pas ce 15 000 $, je souhaiterais qu'au moins une personne ait ces 15 000 $-là. Vu qu'on a travaillé pour cela, on parle d'efforts, etc. Et l'amendement que j'ai eu à mettre au niveau de l'ENIA, ça serait de proposer, je vais prendre un peu de temps, là, de proposer une sorte d'indexation au coût de la vie. Parce que, comme le député Ouallan l'a dit, ça peut ne pas être suffisant. Et 15 000 $ aujourd'hui, qu'est-ce que ça achète? 15 000 $ demain, qu'est-ce que ça achète? 15 000 $ dans 50 ans, qu'est-ce que ça achète? Merci beaucoup. Oui, dernière intervention parce qu'on va passer au vote après. Oui, allez-y. Merci, Madame la Présidente. En fait, j'aimerais juste ajouter aussi que n'oublions pas qu'on va être comme tous dans le même niveau. Donc, ça va être égalité. Donc, quand même, tout le monde doit quand même avoir au moins 15 000 $ pour donner à son enfant quand cette personne sera morte. Donc, je pense que ça fait du sens de donner au moins 15 000 $ à son héritier. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au vote. Alors, pour ceux qui sont en faveur de la modification, donc on enlèverait la première tranche de 15 000 $, etc., jusqu'à de la personne décédée, à
Au moment du décès, le patrimoine est taxé à la hauteur de 100 %. Ceux qui sont en faveur pour l'adoption de cet amendement, levez la main. Parfait. Donc, l'amendement est rejeté. Poursuivons. Alors, nous avons un amendement présenté encore à l'article 11 par le député de Whitvet et la députée de Bégin. Alors, ça serait un ajout à l'alinéa, à l'article 11, alinéa, ça serait un ajout, après le premier alinéa, ça serait un autre, et ça serait l'assurance vie n'est pas concernée par cette taxe. Elle est protégée et remise en son entièreté aux héritiers. Est-ce que l'un de vous veut se prononcer sur ça? Bien, expliquer. Merci, Madame la Présidente. Je tiens quand même à expliquer la raison de cet amendement. À l'article 11, on dit qu'au moment du décès, le patrimoine est taxé à la hauteur de 100 %. On entend par patrimoine une définition qui est beaucoup trop large, à mon avis, que ce soit les parts d'entreprise, que ce soit les liquidités, les biens, l'immobilier. Et je tiens à vous faire une petite histoire courte. Dans le cadre de mon travail, je travaille beaucoup avec des successions. Puis des successions, souvent, j'ai beaucoup de veuves qui m'appellent en pleurs parce qu'elles se retrouvent à devoir payer une hypothèque toutes seules alors que leur mari est mort. Si, en plus de ça, vous me dites que l'assurance vie, normalement, ces personnes-là ont l'assurance vie pour être capables de rembourser la partie de la maison qui est encore sous hypothèque. Si vous êtes en train de me dire qu'un mari et une femme dont l'un décède et alors que la maison est encore sous hypothèque, elle doit se retrouver à payer l'entièreté de la maison par elle-même sans l'assurance vie, mais souvent, ces personnes-là, ils n'auront pas d'autre choix que de se retrouver à la rue, vendre tous les biens, puis être encore endettés. Donc, selon moi, l'assurance vie ne devrait pas être concernée par cette taxe à 100 %. Merci beaucoup. Et je vous demanderais même, par souci de clarté pour tous les députés, est-ce que vous voudriez expliquer c'est quoi l'assurance vie? Volontiers. Volontiers. Il y a beaucoup de types d'assurance vie, mais pour rendre l'exemple simple, mettons que j'ai une maison qui en vaut 800 000. J'ai payé 400 000 sur la maison, donc il me reste un autre 400 000 à rembourser. Okay? Et je détiens cette maison avec ma femme. Si je meurs, ma femme se retrouve seule à payer l'hypothèque. Un salaire n'est pas nécessairement assez pour couvrir cette dette. Donc, l'assurance vie, c'est un montant d'argent qui lui sera remis, généralement pour lui permettre de clairer toute dette ou tout engagement financier qui l'oblige tout engagement financier, là, par rapport, notamment la maison, ton hypothèque. OK, parfait. Merci beaucoup. Oui, Madame la députée Debout. Je tenais à ajouter qu'il y a, comme il a eu à dire, qu'il y a plusieurs types d'assurance vie et lors de la cotisation, tu peux faire plusieurs choses avec. Et plus tard, j'en parlerai, mais tu n'es pas obligé d'utiliser ton assurance vie lorsque tu meurs. Les courtiers en assurance, par exemple, vendent des assurances que tu peux utiliser. Tu cotises en tant qu'assurance vie, mais tu peux peut-être l'utiliser comme mise de fonds, par exemple. Mais dans cette situation-là, vu que c'est pour un achat d'une propriété ou des responsabilités qui sont assez importantes, on veut que des personnes soient logées. Ça fait partie d'égalité et équité de ce système-ci qu'on est en train de réfléchir. Et je pense que oui, je voterai pour avec cette description-là nommée par le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous. J'avais vu Madame la ministre qui a levé la main. Allez-y. Si je peux peut-être me prononcer, bien, merci de me donner la parole, Madame la Présidente. J'aimerais juste préciser, étant une personne qui a récemment acheté une assurance vie, ça coûte quand même cher. En fait, une assurance vie, c'est un contrat qu'on fait avec une compagnie d'assurance qui fait en sorte, puis peut-être vous pourrez me corriger là, si c'est vous le courtier, là, donc c'est... justement, c'est un contrat qu'on fait qui fait en sorte que pendant une certaine période de temps, on va payer un certain montant d'argent. Puis, si un jour je décède, ou même si je décède pas apparemment, ou bien, peu importe, ça fait en sorte qu'il va rester un montant d'argent qui va pouvoir être transmis. Puis ça, c'est pas selon les modalités de l'héritage, c'est selon qui j'ai choisi de mettre dans mon contrat comme étant le bénéficiaire de mon assurance. Donc, voilà. Si ça peut vous éclaircir, si ça ne vous a pas éclairci, pardonnez-moi. Merci beaucoup, Madame la ministre. Est-ce qu'il y aurait des interventions par rapport à cet amendement? Oui, Monsieur le député de Wallan. Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste rappeler que si on venait à voter cette loi, celle-ci entrera en vigueur 1 an après la sanction.
Et étant donné qu'il y en a qui cotisent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies pour une assurance vie, je pense que l'exclure de ce projet de loi serait judicieux, car afin que ceci n'ait pas cotisé pour rien, quoi. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur pardon, allez-y. Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame la Ministre, pour vos précisions. Si vous me confirmez que le patrimoine issu de l'assurance vie n'est pas considéré dans l'article 11, dans ce cas-ci, je pense qu'il faudrait le préciser. Selon mon interprétation de la chose, j'en convenais que lorsqu'une personne décède et ses bénéficiaires retirent l'assurance vie, c'est considéré comme du patrimoine issu du décès et donc un héritage. Si par la présente, vous me confirmez que ce n'est pas considéré un héritage, on pourrait alors l'amender puis apporter une petite modification à la formulation. Merci. Parfait. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour une modification à cet amendement-là? Non? Oui, Madame la députée de Nicosia, vous voulez parler? Non, merci, Madame la Présidente. Moi, pour patrimoine, j'ai vraiment cette conception large et je suis assez d'accord avec cette conception large. Parce qu'en effet, on veut vraiment instaurer une société méritocratique qui fait en sorte que tout le monde parte du même point de départure. Alors aussi, l'assurance vie, je pense que c'est un peu un moyen pour éviter d'être imposé à ces taxations, à ces limitations. Et voilà, donc je pense que c'est pas vraiment avec le projet de loi, avec le reste du projet de loi. Je ne sais pas si ça c'est clair. Oui. Merci beaucoup. Oui. Oui, député de Lyotte. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, là, je sens qu'on s'en va sur des discussions de définition. Juste peur qu'on s'échappe, on dérive là-dessus. Est-ce qu'on pourrait déplacer pour l'ajout? Est-ce que cette modification-là pourrait être pas faite dans les définitions de l'article 1 qui pourrait, entre autres, inclure là, les exceptions qui ne sont peut-être pas couvertes dans le mot patrimoine à sa première lecture? Je pense que ça pourrait être plus pertinent que rajouter un bref mot qui expliquerait cela. C'est un super bon point. Merci. Cependant, dans les définitions, on n'inclut pas nécessairement les exceptions à la règle, puisque je pense que patrimoine irait pas. Est-ce que tu voudrais l'ajouter à la définition patrimoine ou tu voudrais ajouter la définition d'assurance vie là-dedans? Sous toute réserve, là, je crois que en fait, on pourrait le modifier dans l'article 1, paragraphe C. En fait, le rajouter peut-être le patrimoine comme il est défini en ce sens, qui est déjà établi au projet de loi, mais également peut-être inclure là, toutes les exceptions, du moins trouver une possibilité de rassembler toutes les, par exemple, assurance vie qui peut-être nous échappent là, dans le cadre de ce processus. Je vais me permettre, en tant que président de commission, de refuser, puisque les définitions, on va garder ça assez littéraire, dans le sens que ça va vraiment être les termes qui peuvent porter à confusion puis qui sont vraiment à la base du projet de loi. Et si on rentre dans tous les types d'assurances qui sont incluses ou non dans une des sections du projet de loi, je pense que ça pourrait porter à confusion. Donc, on pourrait probablement que dans les prochains amendements, peut-être qu'on pourrait ajouter quelque chose. Mais j'aimerais passer au vote sur est-ce que vous voulez qu'on parle de l'amendement ici sur l'assurance vie n'est pas concernée par cette taxe, elle est protégée, remise en son entièreté aux héritiers. Est-ce que vous voulez le garder comme ça ou est-ce qu'on peut donner au rédacteur de l'amendement puis qu'il puisse ajouter les détails là, concernant l'assurance vie? Oui, Madame la ministre? Merci pour la parole, Madame la Présidente. Après quelques recherches, je peux confirmer que l'assurance vie est généralement hors succession et non imposable au Québec. Vous voulez de cette information? Bon, alors, avec cette information, oui. Merci, Madame la Présidente. Du coup, avec cette information-là, est-ce que vous pourriez juste relire l'amendement? Merci. Oui. L'assurance vie n'est pas concernée par cette taxe. Elle est protégée et remise en son entièreté aux héritiers. Cependant, au Québec, elle n'est pas imposée. Donc, est-ce que vous voulez maintenir votre amendement? Effectivement, l'assurance vie n'est pas imposable au Québec. C'est de base. C'est une bonne chose que vous soulevez.
Toutefois, moi, ma seule crainte, c'est que dans la notion là, de l'article 11, c'est qui est tellement large, c'est qu'on dit que tout patrimoine sera taxé à 100 % Si ce n'est pas considéré comme un patrimoine, alors j'en déduis que cet amendement-là n'est pas pertinent parce qu'il n'est pas concerné. Alors, on pourrait le rejeter, mais il faut vraiment m'assurer comme quoi l'argent qui est issu du décès d'une personne, quelle que soit sa forme, que ce soit sous les parts d'entreprise, l'assurance vie ou tout autre versement de fiducie, doit être protégé. C'est plus ça mon inquiétude. Là. Bien, écoutez, le patrimoine d'une personne, donc que ce soit des parts d'entreprise, des actions, etc., si elles ont une valeur estimée entre 0,1 et 15 000 $, elles sont protégées à 100 %. Cependant, si ça dépasse la valeur de 15 000 $, elles ne sont pas protégées. Et ça, c'est vraiment au fondement du projet de loi, parce que sinon, le projet de loi perd son aspect polémique. Donc, oui, je vais m'arrêter là. Donc, ça fonctionne? C'est correct? On a des articles qui s'en viennent là-dessus, justement. Parfait. OK. OK. Donc, est-ce qu'on peut... est-ce que c'est concernant cet amendement-là? Parce que je demanderais si est-ce que vous voulez... Est-ce qu'on pourrait voter s'il est rejeté ou si vous voulez continuer à en débattre? Oui, tu veux préciser quelque chose? Vous voulez préciser quelque chose? Merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste rappeler que dans le projet de loi, on retire les impôts. Fait de parler d'impôts, je ne sais pas si c'est pertinent rendu là. Oui, en effet. Merci. Oui. OK, merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste soulever un point par rapport à ce que M. Vitefoot a mentionné tantôt, comme si une femme perd son mari. Donc, du coup, qui va payer, comme par exemple, si un seul salaire, donc on va être tous égaux, si un seul salaire ne peut pas payer l'hypothèque, donc est-ce que l'État va prendre en charge cette maison? Est-ce que l'État va mettre un fonds disponible pour assurer la survie de ces personnes-là, les veufs et les veuves? Donc, moi, je voulais juste comprendre comment on va pouvoir continuer à vivre sa vie, vu que un seul salaire ne pourrait pas comme subvenir aux besoins que la personne a laissés derrière. Merci. Okay. Est-ce que ceux qui ont rédigé l'amendement, parce que les exemples qui ont été soulevés, c'était surtout lorsque une personne décède et l'autre doit se ramasser à payer, alors que c'était comme pour 2 salaires initialement, puis ça serait injuste. Donc ça, je comprends et j'entends. Est-ce que je peux vous redonner votre amendement et vous ajouter ce détail-là concernant le décès? Puis justement, quand c'est des comptes conjoints, tout ça. Est-ce que c'est correct? Je vous redonne? Parfait. OK. Alors, nous allons poursuivre au prochain amendement. Alors, on est encore à l'article 11, à la page 93. C'est un amendement proposé par le député de Brassard, la députée de Hébert, de Vitefoot et de Perceval et de... Mon Dieu, je n'arrive pas à lire. Pardon? Hein? Ah, OK. OK, j'avais lu un R. Je suis désolée. OK. Alors, ils ajouteraient un 3e alinéa et celui-ci serait « Toute personne morale n'est pas soumise à cet article. Cela concerne notamment la transmission de parts d'entreprise. » Je vais rejeter cet amendement. Je suis désolée puisque ça va vraiment à l'encontre du principe. 100%. Vas-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je me verrai d'être plus clair ici que par mon écriture. Mais, grosso modo, la raison pour laquelle on voulait avoir cet amendement-là, c'est parti d'un bon principe, c'est-à-dire nos chères entreprises agricoles, nos agriculteurs et agricultrices du Québec et plus particulièrement de nos régions éloignées, vous en comprendrez. Je vais toujours en glisser un petit mot. Le principe est que souvent, dans les entreprises agricoles, une personne qui est agriculteur va léguer l'entreprise, en fait, à sa descendance, à son fils ou à sa fille, peu importe. Mais là, avec cette présente loi-là, ce qu'on comprenait, c'est que cette entreprise-là, agricole, qui appartient, par exemple, au père, là, vous me pardonnerez la masculinisation de mes propos, mais ça appartient au père. Et là, le père, demain matin, décède, ça appartenait. Donc là, si on comprend bien, c'était son patrimoine. Ça appartient désormais à l'État. Donc, l'État peut faire ce qu'il veut avec. Et là, en fait, on se ramasse que le fils n'a pas eu sa ferme, mais pourtant, c'était ça qui était prévu. Donc, ça apportait une petite...
Oui, il a travaillé toute sa vie pour ça, en plus de ça. Fait que, tu sais, il y avait cette petite chose-là qui... Oui, c'est de la transition, mais c'est du mérite aussi. Monsieur le député de Brassard, écoutez, étant donné que là, on a parlé d'un exemple sur la terre d'un père qui voulait léguer à son fils et que je perçois ça d'un ordre plus sentimental et que si ça s'applique, par exemple, à un homme qui a une entreprise à multi-milliards de dollars et qui était censé le léguer à son fils, je veux dire, c'est un peu subjectif, donc je me permets de rejeter cet amendement. Je m'en excuse. Et voilà. Poursuivons. Je suis désolée pour les mains levées. Il y a beaucoup d'autres amendements. OK. À l'article 11, on a un ajout de Monsieur le député de Fraiges, et ça va comme ça. Toute modification à la structure de détention d'un patrimoine effectuée dans les 5 dernières années précédant le décès est réputée comme inopposable aux fins de l'application de la présente loi. Ça empêchera les restructurations opportunistes de patrimoine peu avant le décès. Vous avez 1 minute pour expliquer votre amendement. OK, ouais. Donc, dans le fond, une personne qui décide de changer la structuration de son patrimoine 5 ans avant de mourir, plus de 5 ans, ça reste. Par contre, si la personne décide de le changer en disant « Ah, moi je suis très malade, j'ai le cancer, je pense que l'an prochain je vais peut-être mourir, je vais le changer, je vais mettre ça au nom de mon fils ». À ce moment-là, quand la personne va mourir, ben, le patrimoine en tant que tel, la modification qu'elle a effectuée ne sera pas acceptée et donc le patrimoine sera quand même taxé par l'État au complet. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Madame la députée de Bégin. Merci, Madame la Présidente. Je trouve que la situation qui est apportée ignore un peu l'imprévisibilité de la mort. Dans le fond, oui, ça se peut que la personne soit malade puis elle sache déjà quand est-ce qu'elle va mourir, mais la personne peut très bien avoir un accident de voiture et mourir du jour au lendemain, puis que ça n'ait pas rapport avec le fait qu'elle ait voulu léguer juste avant sa mort. Fait que je ne sais pas c'est quoi la pertinence dans toutes les situations de cet amendement-là. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée de Bégin. Oui, Madame la députée de Issabré, à vous. Merci, Madame la Présidente. Par rapport au point qui vient juste d'être levé, en fait, je pense que ça ne change pas beaucoup le but de l'article 11. Simplement, ça empêche que quelqu'un change son patrimoine au nom de quelqu'un d'autre pour échapper à cette taxation, selon ma compréhension. Merci. Merci beaucoup. D'autres? Oui, Monsieur le député de Chesta. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors moi, je trouve que le projet est très bien construit par Madame la Ministre, puisqu'il, dans tous les cas, le patrimoine est taxé à 100% au moment du décès, et il est compris aussi à l'article 12 que lors d'un don d'une personne vivante, c'est écrit faire un don d'une partie supérieure à 15 000 € de son patrimoine à une autre personne au cours de sa vie. En fait, c'est très bien déjà encadré. Donc, je ne vois pas en quoi l'amendement de Monsieur le député de Fraiges vient apporter quelque chose. Donc, je vous invite à vous opposer à cet amendement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le député de Oualan, allez-y. Merci, Madame la Présidente. J'ai du mal avec cet amendement et je vous invite à voter contre, car je suis assez dubitatif quant au fait que, justement, comme l'a mentionné la députée de Bégin, premièrement, c'est assez difficile de prévoir la mort. Elle peut être prévisible, imprévisible, certes. Et je ne vois pas pourquoi on devrait assumer la malhonnêteté de quelqu'un qui décide de restructurer son patrimoine. Peut-être veut-il le restructurer sans aucune intention malicieuse. Voilà pourquoi je voterai contre. D'autres interventions? Voulez-vous répliquer? Donc, je vais répliquer à chacun des trois. Donc, monsieur le député, je vais vous dire que nous vivons dans un monde où personne n'est honnête. Donc, dans la vie, tout peut arriver. Monsieur le député de Chesta, je peux vous dire que... j'ai oublié qu'est-ce que vous aviez dit. Pas vous mentir. Madame la députée de Bégin, moi je propose, on va aller à un consensus, que nous effectuons une enquête par rapport, donc dans le fond, quand une personne a changé la structuration de son patrimoine, à son décès, on effectue une enquête, et si l'enquête va à terme et que c'est assez logique, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le député. Oui, Madame la députée de Paquette, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Pour vous rappeler qu'est-ce que mon collègue, le député de Chesta, a dit et que j'appuie complètement, ça change un petit peu rien, l'amendement que vous apportez, parce qu'au final,
quand une personne est vivante, elle ne peut pas donner plus que 15 000 à quelqu'un d'autre à tous les 5 ans. Puis c'est la même chose, comme il a dit, le patrimoine est taxé à la hauteur de 100 %, donc je ne vois pas vraiment la pertinence de cet amendement. Parfait. Je pense que nous allons procéder au vote. Alors, ceux qui sont en faveur oui, bien sûr, ça serait un ajout à l'article 11, et cet ajout est toute modification à la structure de détention d'un patrimoine effectuée dans les 5 dernières années précédant le décès est réputée comme étant inopposable aux fins de l'application de la présente loi. Ça empêchera les restructurations opportunistes du patrimoine peu avant le décès. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de cet amendement, levez la main. L'amendement est donc rejeté. Poursuivons encore avec l'article 11. Il a suscité beaucoup d'amendements, là. OK. Donc, à l'article 11, il y a un ajout. C'est un amendement présenté par Madame la députée Monsieur le député de Huot et de Oualan. Et cet ajout est: cette loi a préséance sur toute autre disposition législative. Je suis vraiment désolée. Sur toute autre disposition législative. Veux-tu y aller? Parfait. Merci beaucoup, Mme la Présidente. En fait, l'idée derrière cet ajout-là, c'est juste d'éviter que s'il arrive en conflit, parce que, par exemple, en ce moment, on a un système de droit successoral qui est déjà mis en place. En fait, l'idée est juste que si on arrive en conflit entre deux droits, en fait, que notre loi a préséance sur peu importe les dispositions qui sont créées. Évidemment, à l'exception de la charte, là, mais pas besoin de chaque juriste saurait dire cela. Donc, évidemment, c'est juste que si entre deux lois il y a un conflit, bien, une préséance de notre loi pour la mettre en place de façon forte et puissante. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions? Parfait. Passons au vote. Ceux qui sont en faveur de cet ajout, donc ça serait cette loi a préséance sur toute autre disposition législative, levez la main. 5, 6, 7. Okay. Ceux qui sont contre. L'amendement est donc rejeté. Parfait. Encore à l'article 11, nous avons un ajout. C'est un amendement écrit par le député Defraiges et l'ajout est: lorsqu'un patrimoine est détenu conjointement par 2 personnes ou plus, celui-ci est réputé comme appartenir à part égale à chacun des co-détenteurs, à preuve du contraire, établissant une contribution économique différente. Vous avez 1 minute. Donc, je pense déjà que mon amendement l'explique déjà assez bien. Donc, dans le fond, un père et une mère, le père ramène dans le patrimoine 200 000 $, la mère 100 000 $, les deux ont 300 000. Le père meurt, la mère garde les 300 000 $. Ou alors, si le père est un milliardaire et que la mère a un salaire moyen, une enquête sera faite et elle sera taxée dans le fond, comme on va retirer ce que le père a contribué parce que c'est quand même une contribution assez majeure. Merci, Monsieur le député. Oui, Madame la députée de Bouot, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous invite, en tout cas par votre entremise, j'invite à encourager la députation à voter contre cette loi parce que, exemple, des personnes conjointes de fait, des personnes mariées, il y a déjà quelque chose qui régit en fait leur façon de gérer leurs finances. Donc, 2 personnes travaillant ou partageant des éléments ensemble financiers, c'est du 100%. Là, vous savez, quand vous créez un compte conjoint, on vous le dit déjà lorsque vous créez le compte conjoint. Lorsque vous prenez un engagement à la banque, en tout cas, c'est signé. Fait que je souhaiterais qu'on respecte d'abord qu'est-ce qui a été écrit avant de venir ajouter quelque chose comme cela. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Parfait. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le député de Oualan, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, c'est juste une question à Monsieur le député. Vu qu'il a parlé d'une enquête, j'aimerais juste qu'il m'explique pour pouvoir me décider en quoi celle-ci consisterait concrètement. Vous pouvez répliquer.
Donc, dans le fond, ça consisterait à vérifier que la contribution du père, donc tout l'argent qui rentre dans le compte conjoint, est un argent soit vérifié, soit honnête, et pas de l'argent sale. Et ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, monsieur le député de Huot. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, il y a deux aspects. Là. Tout d'abord, je vais répondre directement à ça. Je ne pense pas que c'est l'objectif du projet de loi. D'autre part, en fait, là, en droit de la famille, là, si je peux faire une petite parenthèse, on a créé le système de pension alimentaire et même tout récemment, ça va être entré en vigueur. Les familles, même de conjoints de fait, dès qu'il y a un enfant, on va créer un lien entre ces parents-là. Pourquoi? Parce que les femmes, le typique, restent à la maison, travaillent beaucoup moins, ont un salaire très moindre, tandis que l'homme typique travaille un gros salaire. Donc, ça serait un peu... standardiser la chose qu'on a dans le système actuel, ça va un peu à l'encontre du système de loi, donc j'ai un peu discuté avec l'essence de votre amendement. Merci. Oui, monsieur le député de Brassard. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Question très, très simple. On parle des vérifications. Qui va faire ces vérifications-là? Est-ce que c'est l'ARPEJ? Parce que c'est encore plus de bureaucratie. Moi, j'aimerais savoir de la part de mon député de Fraises. Merci. Monsieur le député de Fraises. Cela sera réglementé après l'adoption de l'amendement. Exactement. Oui, Madame la députée de Issabré. Merci, Madame la Présidente. C'est aussi une question, mais pas nécessairement aux députés de Fraises. Dans le statu quo de notre article 11 en ce moment, c'est-à-dire que si deux personnes ont un compte conjoint et que l'une meurt, alors le compte est taxé à 100%. Est-ce que c'est ça qui se passe? Je voulais juste comprendre qu'est-ce qu'on débat. Oui, sauf que les 15 000 de ce patrimoine en entier ne sont pas taxés. Donc, le reste est taxé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer au vote? OK, 15 secondes. Vas-y, Madame la députée Bégin. Moi, c'était pour demander une clarification parce que j'ai sincèrement aucune idée de comment ça marche les comptes conjoints en ce moment. Fait que j'aimerais savoir comment ça marche avant l'amendement, puis après. Merci. Quelqu'un va expliquer? Oui, vas-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mais moi, pour ma part, j'ai un compte conjoint avec mon partenaire. Lorsqu'on est parti à la banque, ils nous ont demandé, vous avez le choix. Est-ce que c'est, en tout cas, si quelqu'un devait décéder, c'est 100%. Et exemple, on a eu un incendie, l'argent qui est partagé ou qui est redonné de la part de l'assurance, ça doit être dans un compte conjoint où tous les deux, vous avez accès à part égale. C'est pas séparé après, j'ai plus mis d'un côté ou quoi que ce soit. C'est votre argent, ça fait un compte pour... Votre couple devient une entité, dans une certaine façon. Et si je peux me permettre, votre compromis, ça serait de voir, peut-être, c'est l'intention qui était là, de voir un peu qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là. Moi, pour ma part, je souhaiterais que l'argent qui a été travaillé par mon partenaire, c'est dans un compte conjoint, vu que ça nous revient à nous deux, et que même si la moitié est morte, une partie existe toujours, que ça reste à la personne qui soit vivante. Merci beaucoup, la Présidente. Oui, Madame la députée de Paquet. Merci, Madame la Présidente. Par votre entremise, j'aimerais juste peut-être amener le fait que ce serait intéressant que la députation utilise des propos et des exemples un petit peu moins genrés et stéréotypés. Ce serait très apprécié. Merci. Oui, merci beaucoup, Madame la députée de Paquette. Je réitère cette déclaration. Passons au vote maintenant. Alors, qui est pour l'adoption de cet amendement? Ou est-ce qu'on ajouterait à l'article 11, comme troisième alinéa, lorsqu'un patrimoine est détenu conjointement par deux personnes ou plus, celui-ci est réputé en appartenant à part égale à chacun des co-détenteurs, sauf preuve du contraire, en établissant une contribution économique différente. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de cet amendement, levez la main. Ceux qui ne sont pas en faveur, l'amendement est donc rejeté. C'est notre dernier amendement de l'article 11. Wouh! OK, c'est un amendement présenté par Madame la députée Debout et c'est une modification de l'article 11 où, au lieu d'écrire... Oui, OK. Ça serait la première tranche de 15 000 $ est non imposable, mais elle est indexable au coût de la vie annuellement et elle peut être transmise selon les volontés de la personne décédée. Vous avez 1 minute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense que mon amendement, en tout cas, s'explique par lui-même. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je suis prête à y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Avez-vous des questions? Wow, pas de questions? Super. Passons au vote. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de cet amendement, levez la main. L'amendement est donc adopté. Et nous avons fini avec l'article 11. Passons à l'article 12. Parfait. Alors, à l'article 12, il est interdit pour une personne vivante de A. Faire don d'une partie supérieure à 15 000 $ de son patrimoine à une autre personne au cours d'une période de 5 ans, ou B. De le vendre pour une valeur significativement moindre que sa juste valeur marchande. Le député de Fraiges, avec son amendement, il ferait une modification au point A, et la modification est: il est interdit pour une personne vivante de faire un don au cours d'une période de 5 ans d'une valeur excédant un pourcentage maximal de son patrimoine net total fixé par règlement. Donc, il y aurait un plafond proportionnel qui empêche que les patrimoines élevés puissent contourner l'esprit de la loi par des dons insignifiants à l'échelle de leur richesse. Vous pouvez expliquer votre amendement? Oui, donc dans le fond, c'est assez simple. J'ai déjà mis littéralement toutes les explications dans l'amendement. Donc, un milliardaire qui décide dans le fond de comme... Quand je vous explique 15 000 $ pour un milliardaire, c'est comme si je vous disais c'était 10 sous pour lui. Donc, pour lui, ça lui pose aucun problème de payer 15 000 $, dans le fond, donner des dons de 15 000 $. Puis je trouve qu'il faudrait que ce soit proportionnel à tout le monde pour que ce soit équitable. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le député de Vitevoet, allez-y. J'aimerais qu'on se rende compte que, je sais que depuis tantôt, on parle de milliardaires, mais savez-vous qu'il y a moins de... Je peux compter le nombre de milliardaires au Québec sur les doigts de ma main. Okay? On n'est pas dans une société où c'est des multinationales qui règnent. On est au Québec. Le Québec est géré par des PME. Des PME, c'est des entreprises dont la plupart ont moins de 5 employés au Québec. Okay? À cet égard, je pense que, par votre entremise, Madame la Présidente, j'aimerais m'adresser au député de Fraiges. J'aimerais clarifier ce que vous voulez dire par le pourcentage de dons, parce que dans ce qu'on parle ici, là, le 15 000 $, c'est l'héritage qu'on laisse à sa succession, là, essentiellement. Donc, le 15 000 $, que j'en ai 1 million dans mon compte ou qu'il me reste 50 000 lors de mon décès, c'est ce que je vais laisser. Donc, j'aimerais que vous précisiez ce que vous voulez dire par être limité par des dons dans ce cas. Ben, il est écrit dans l'article 12, paragraphe A, faire don d'une partie supérieure à 15 000 $ de son patrimoine à une autre personne au cours d'une période de 5 ans. Il est interdit à une personne de faire cela. Et moi, je fais juste changer cela du 15 000 $ à un pourcentage réglementé après l'adoption de l'amendement pour que ce soit équitable pour tout le monde. Merci beaucoup. Madame la députée de Chuitet, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Il me semble que dans une société où on prône sans cesse la méritocratie, le but n'est pas de donner le maximum d'argent. Donc, que tu sois milliardaire ou pas, le but, c'est pas que tu donnes un grand montant d'argent. On dit dans tous les articles que on veut que les dons soient encadrés. Donc, on veut pas que les gens donnent beaucoup plus d'argent que d'autres. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée. Oui, Monsieur le député de Ouallan. Merci, Madame la Présidente. En fait, j'ai du mal à comprendre si le député pourrait expliciter plus tard. Il parle de pourcentage, mais par exemple, 10% pour un milliardaire, ça lui fait quand même des millions de données, alors que 10% pour une personne pauvre, ce n'est pas beaucoup. Donc, est-ce que l'indexer sur un pourcentage, c'est réellement juste, quoi? Merci. Merci beaucoup. Je trouve que... oui. Monsieur, je ne vous ai pas donné la parole. C'est correct. Je vais donner la parole à Madame la députée de Bégin. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais juste clarifier, j'ai peut-être pas bien compris l'amendement, mais quand on dit qu'on met un pourcentage proportionnel, est-ce qu'on dit qu'on augmente ce pourcentage-là plus la personne est riche, ou est-ce que c'est le pourcentage qui diminue plus la personne est riche? Juste clarifier, c'est quoi ces échelles-là, s'il vous plaît? Merci. Je vous donne le droit de réplique. Cela sera réglementé après l'adoption de l'amendement. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons passer au vote ou... Allez-y, oui.
Merci, Madame la Présidente. En fait, il y a quelque chose qui me passe par la tête depuis tantôt. On parle de une personne. Donc, on dit bien qu'on veut un Québec en fait égalitaire. Donc, désolée, Madame la députée Paquet, mais je vais quand même parler du fait que si, par exemple, une famille, un homme et une femme, le fait que moi, une femme, je tombe enceinte, donc ça me met comme... Je vais aller, disons par exemple, je vais en une période où je ne vais pas avoir d'emploi, où je vais rester à la maison pour m'occuper de mes enfants. Donc, ça veut dire que l'homme où je suis avec donc, prend déjà de l'avance sur moi. Donc, comment on va gérer ça par rapport à ces questions? Merci beaucoup, Madame la députée. Alors, nous allons passer au vote. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'amendement du député de Fraiges, qui est un ajout une modification au A de l'article 12. Donc, au lieu de faire don d'une partie supérieure à 15 000 $ de son patrimoine à une autre personne au cours d'une période de 5 ans, ça serait: il est interdit pour une personne vivante de faire don au cours d'une période de 5 ans d'une valeur excédant un pourcentage maximal de son patrimoine net total fixé par règlement. Un plafond proportionnel empêchera que les patrimoines élevés puissent contourner l'esprit de la loi par des dons insignifiants à l'échelle de leur richesse. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de cet amendement, levez la main. L'amendement est donc rejeté. Parfait. Maintenant, nous avons aussi une modification à l'article 12 par la députée de Patnaud-Source, députée de Paquette et députée de Chuitet. Alors, au lieu de, au numéro A, faire don d'une partie supérieure à 15 000 $ de son patrimoine à une autre personne au cours d'une période de 5 ans, ça sera complètement par faire don d'une partie supérieure à 50 000 $ de son patrimoine aux personnes de son choix au cours de sa vie. C'est ce qui changerait. Est-ce que quelqu'un qui a rédigé l'amendement peut... Pardon? Je répétais. Oui, OK. Excusez, Pardon. Alors, l'alinéa, mon Dieu, A serait modifié et ça serait faire le don d'une partie supérieure à 50 000 $ de son patrimoine aux personnes de leur choix. Donc, c'est vraiment juste aux personnes de leur choix. Et dans l'article, en ce moment, c'est inscrit à une autre personne au cours de... c'est supérieur à 50 000 $. Oui, donc il y a le 50 000 $ qui serait... Oui, c'est bon? Parfait. Est-ce que vous voulez expliquer votre amendement? Oui, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme je l'avais précisé avant, étant donné qu'on est là pour prôner une société méritocratique, le but, ce n'est pas de donner le plus d'argent ou avoir le plus de dons. Nous, on veut bien encadrer ces dons-là. Et si on donne, s'il y a une personne qui donne 15 000 $ toutes les 5 ans, au bout de 20 ans, ça fera quand même 60 000 $. Et ça, c'est beaucoup. Alors que nous, on veut vraiment réduire tout ça afin que tout le monde parte du même point de départ, comme l'a précisé la députée de Nicosia avant. Donc, merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Oui, Madame la députée de Paquette. Merci, Madame la Présidente. Je pense que peut-être c'était mal écrit. Je m'en excuse sur le papier. Mais dans le fond, juste pour être sûr que tout le monde comprend, c'est faire don d'une partie supérieure à 50 000 $ de son patrimoine à une personne ou plusieurs personnes de son choix au cours de toute sa vie. Donc, ce n'est pas à chaque 5 ans, c'est au cours de toute sa vie. OK. Parfait. Est-ce que vous pourriez réécrire l'amendement et inscrire ça, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez bien compris ce que la députée de Paquette a expliqué? Est-ce qu'il y aurait des interventions par rapport à cet amendement? Oui, Madame la députée, allez-y. OK. Fait que moi, ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, pendant toute ta vie, il faut qu'au total, il y ait 50 000 $. Moins de 50 000 $? Oui. Moi, j'ai l'impression que ça va un peu démotiver les gens. Genre, ça va comme un peu... Je trouve ça, c'est peu, un peu, non? Bref, merci, Madame la Présidente. Oui, Madame la députée.
Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec ma collègue, la députée de Lamjardine. C'est juste que j'ai l'impression, si on met un 50 000 pour tout le cours de la vie, j'ai l'impression, tu sais, si tu es un parent puis tu payes pour les études de tes enfants à l'université, maintenant c'est déjà un des gros coûts. Puis si vous êtes plusieurs enfants dans la famille, puis là, il y a d'autres affaires qui se rajoutent à travers ça, d'autres coûts. J'ai l'impression qu'on pourrait vite atteindre ce 50 000 $-là, puis que le 15 000 par 5 ans est déjà assez raisonnable pour ce type de don. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur le député de Ouallan, allez-y. Oui, moi je trouve que l'amendement est assez radical. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de donner de l'argent à quelqu'un. Par exemple, si, je ne sais pas, un ami a besoin de payer ses frais médicaux parce qu'il n'avait pas eu d'assurance et que ceux-ci sont faramineux, pourquoi n'aurais-je pas le droit de faire un don pour l'aider? Et je trouve que cette loi est d'inspiration communiste et je vous appelle à voter contre. Bon, merci pour cette intervention. Madame la députée de Schwitté, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Moi, il me semble que c'est très raisonnable, 50 000 $ au cours de toute sa vie. Sinon, ça va à l'encontre du projet de loi, n'est-ce pas? La méritocratie, c'est que tout le monde doit commencer de zéro. Donc, si moi, je lègue 50 000 $ ou plus à mes enfants, disons, ou une autre personne de mon choix, il y aura un certain déséquilibre avec les autres personnes de la société. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le député de Brassard. Merci, Madame la Présidente. Moi, je tiens à dire que je supporte l'entièreté de cet amendement-là de mes collègues. La raison est la suivante. Parce que, par exemple, on a un couple, c'est 2 femmes, et là, ils ont en fait des enfants, et là, ils ont décidé qu'ils donnaient. Là, ils donnent jusqu'à un maximum de 50 000 par enfant. Fait qu'ils ne peuvent pas donner 150 000 à leur enfant préféré, puis juste 50 000 à l'autre. Fait que moi, je suis d'accord, et je vous supporte pleinement dans votre amendement. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député de Brassard. Oui, Madame la députée de Bouau, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai une interrogation que j'aimerais partager à la députation par votre entremise, à savoir un don. Un don, normalement, tu déclares aux impôts. Tu reçois un reçu d'impôt après avoir fait un don. Comment est-ce que tu donnes un don à ta famille et tu as un reçu d'impôt? Ça ne fonctionne pas. Un individu ne donne pas un reçu d'impôt à un autre individu. Donc, pour moi, je serais d'accord, mais ça serait plus un maximum sur le côté de don et non au niveau de l'individu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, Madame la députée de Issabré, allez-y. Je pense que dans notre définition, le don, il fait partie de ce que tu fais à tes enfants aussi. Le don de 15 000 $ à une autre personne, c'est tes enfants, tes amis, peu importe qui, selon ma compréhension du projet de loi. Sinon, on a des très grands trous et des flous dans le principe même. Monsieur le député de Vitevoet, c'est à vous. J'ai vraiment peur qu'on se perde dans la sémantique en ce moment, là, parce qu'on parle de dons. OK, oui, il y a des dons en argent, mais on parle aussi de dons pour payer l'université. Un parent, généralement, ne va pas donner l'argent à ses enfants. Il va dire « je te paye l'université ». OK? C'est quoi la différence entre un don et « je te paye ici ». Rendu là, c'est quoi? Je te paye l'hébergement chez moi. Je te paye un souper à chaque soir. Je te paye des vêtements. J'évite de te donner. On va-tu vraiment limiter? Puis, comme mon collègue, M. de Ouallan, l'a dit, il y a des dons entre familles, mais il y a des dons entre amis et autres collègues. Puis, je trouve que c'est plate qu'on vienne brimer ça. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce que nous pouvons passer au vote? Alors, ceux qui... Oui. J'ai rien rajouté. Ah, t'as rien rajouté? OK, parfait. Normalement, ça devrait être correct. OK, c'est correct. Alors, il y aurait une modification à l'article 12 à l'alinéa A, et ça serait de faire un don d'une partie supérieure à 50 000 $ de son patrimoine aux personnes de son choix, et ce, au cours de sa vie. Ceux qui sont en faveur pour l'adoption de cet amendement, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, et ceux qui sont contre? L'amendement est donc rejeté. Enchaînons avec un ajout à l'article 12, un amendement présenté par Madame la députée de Perceval, Monsieur le député de Vitevoet et Monsieur le député de Brassard. Alors,
ça serait une modification à l'alinéa B, donc de le vendre pour... Mais l'article 12, c'est « Il est interdit pour une personne vivante de... » Et l'alinéa B, c'est « De le vendre pour une valeur significative moindre que sa juste valeur marchande. » Il viendrait ajouter « Investir de l'argent ou des biens d'une valeur de plus de 15 000 $ dans sa participation au sein d'une personne morale au cours d'une période de 5 ans avant son décès. » La présidente, c'est pas nous qui avons... C'est écrit votre nom sur... En fait, Madame la Présidente, c'est caduc parce que c'était juste un ajout par rapport à un amendement qui a déjà été rejeté. Donc, c'est caduc. Ah, OK. Parfait. Vraiment que j'ai mis l'amendement. OK. Pardonnez-moi, Madame la Présidente. Super. Désolée. OK. Alors, un ajout d'alinéa. On aurait un alinéa C à l'article 12. C'est un amendement présenté par Madame la députée de Bouot et Monsieur le député de Brassard. Oui, c'est bon? Oui, OK. L'alinéa C serait d'utiliser l'assurance vie en vue de transmettre un patrimoine financier. Vous l'avez mis en parenthèse, mais je pense que patrimoine financier, ça va de soi. Mais je vous laisse expliquer votre amendement. Tu veux que je l'explique? Je vais l'expliquer avec grand plaisir. Merci, Mme la Présidente. Grosso modo, on revient un peu sur l'assurance vie de tout à l'heure. C'est que là, bon, on a vu que ça n'a pas fonctionné là, au niveau de l'assurance vie la première fois. La ministre nous a dit qu'elle allait nous l'expliquer. J'ai hâte d'avoir les explications de notre chère ministre. Cependant, dans un autre optique, on a décidé de également proposer dans l'optique de dire, bon, l'assurance vie, c'est compliqué, bien, pourquoi pas juste l'enlever? Fait que tout ce qui est assurance vie, juste au niveau de redonner à la fin, là, ça, au niveau financier. Parce qu'on m'a appris, c'est ma collègue qui me l'a appris d'ailleurs, que ça a l'air qu'on peut, à la retraite, utiliser l'argent de cette assurance-vie-là. Donc, on ne bloque pas cela, mais à la fin de la vie, une personne meurt, ça, on l'enlève définitivement. Comme ça n'a pas fonctionné avec notre première partie d'assurance-vie. Donc, on marche là-dessus. Merci, Mme la Présidente. Okay, super, merci beaucoup. Oui, Madame la députée de Bégin. Merci, Madame la Présidente. Juste rappeler que normalement, l'amendement qui a été fait précédemment sur l'assurance vie est encore en travail avec le député de Whitfoot, si je ne me trompe pas. Fait qu'il va peut-être aller de son côté pour lui demander comment ça va à date, puis comment ça peut se raccorder à ce qui a été dit à date. OK. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne les travaux plus tard, puisque là, les commissions sont terminées, et on pourra en débattre après? Puis avec le travail sur l'amendement précédent aussi? Super. Vous êtes d'accord? Génial. Donc, nous suspendons les travaux.